Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 3 juin 2024 qui fait suite au point sur l'Ukraine du 1er juin. Donc là, cette vidéo va principalement parler de l'empire du mensonge occidental, qui est plus fort que jamais, des mensonges plus grossiers que jamais, et ça part tous azimuts, hein. Avec pareillement une propagande tout aussi caricaturale. Nous allons voir ça, bien entendu, avec les articles comme d'habitude. Nous verrons aussi une escalade dans les tensions guerrières lentes mais régulières, donc c'est très inquiétant bien sûr. Nous verrons ce que va dire Macron le 6 juin. Va-t-il faire une annonce comme quoi il y aura l'envoi de troupes françaises en Ukraine, en duo avec Zelensky? Nous allons voir, mais apparemment ce serait très probable. Et enfin, nous verrons l'économie russe qui est florissante, qui maintenant dépasse le Japon. L'économie russe est maintenant quatrième mondiale d'après la Banque mondiale et le FMI dit que la croissance russe serait entre 3,2 et 3,6% pour cette année. Nous verrons bien. En tous les cas, comme d'habitude, cette vidéo va être, malgré que ça soit une suite, va être ponctuée d'articles. Il y aura la conclusion, et oui, je garde la conclusion, par contre, il n'y aura pas de carte militaire. Voilà, commençons. Quand on fait référence à l'empire du mensonge, on fait référence aux États-Unis. Donc les États-Unis, depuis toujours, en fait depuis avant la Première Guerre mondiale, a construit cet empire du mensonge avec l'Angleterre, bien sûr. Donc l'Angleterre était à la pointe dans le monde durant la Première Guerre mondiale. Ensuite, c'est les États-Unis qui ont emboîté le pas et qui sont devenus les maîtres là-dedans. Donc le mensonge, évidemment, atteint un pic quand il s'agit de guerre, bien évidemment. Donc quand il y a une guerre, le mensonge devient absolument énorme et la propagande énorme. Et c'est tout naturel. Mais il y a propagande et il y a mensonge et mensonge. Donc évidemment, en temps normal, quand deux pays se font face et sont en guerre, bon, en temps normal, idéalement, bien sûr qu'il y a mensonge et propagande, ça on ne peut pas l'enlever, mais au moins que ça ne tombe pas dans la caricature et qu'il y ait toujours plus ou moins le respect de l'un et de l'autre. Bon, évidemment, là, j'idéalise, mais en temps normal, c'est comme ça que ça devrait se passer. Sauf que là, on tombe dans la caricature la plus grossière. Et malheureusement, plus c'est grossier et caricatural, plus ça décrédibilise celui qui propage ces mensonges et cette propagande. Et là, on a le cas, par exemple, avec le Daily Telegraph. On a si Poutine gagne, attendez-vous au pire génocide depuis la Shoah. Ça, c'est la traduction française. En original, en anglais, c'est depuis l'Holocauste. Donc, on a ce genre d'hyperbole, ridicule, bien entendu, quand on connaît en réalité les faits. Mais bon, on en est là maintenant, hein. Et bien entendu, plus la défaite sera proche, voire imminente, plus les mensonges et la propagande sera grande, car ils n'ont plus rien à perdre. Donc attendez-vous à ce que cela aille crescendo jusqu'au plus haut grotesque, hein. Attendez-vous à cela dans les prochaines semaines. Ensuite, on a The New York Times. La Russie intensifie sa campagne secrète de sabotage visant l'Europe. Les renseignements militaires russes, le GRU, sont à l'origine d'incendies criminels visant à saper le soutien à l'effort de guerre de l'Ukraine, affirment des responsables de la sécurité. Alors on verra plus loin.
que les responsables de la sécurité américains et européens affirment que les services de renseignement militaires russes mènent une campagne d'incendie criminel visant à ralentir les transferts d'armes vers l'Ukraine. Voilà, alors bien évidemment, quand on lit l'article, on apprend que c'est la CIA et le MI6. Voilà, alors très bien, c'est tout à fait possible d'ailleurs, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Alors, je vous épargne votre temps, je ne vais pas parcourir l'article, car l'article, bien évidemment, ne fournit aucune preuve, et ceux qui lancent ce genre d'informations restent anonymes, c'est les renseignements militaires américains et anglais, en réalité, quand on comprend quand on lit l'article, mais on ne saura pas qui lance ça et quelles sont ses preuves. C'est balancé comme ça. Donc maintenant, faut y croire ou non, hein. Nous avons maintenant Newsweek. L'OTAN face à un dilemme concernant les îles de la mer Baltique surveillées par la Russie. D'accord, bon, je vous passe les détails qui ne sont pas importants. Alors que le président Vladimir Poutine et ses alliés menacent de représailles les nouveaux membres de l'OTAN pour leur témérité perçue à abandonner des décennies de neutralité officielle, la mer Baltique apparaît comme un champ de bataille vital dans les efforts renouvelés de l'Occident pour contraindre et neutraliser Moscou. Ah, très bien. Donc, Vladimir Poutine menace de représailles les nouveaux membres de l'OTAN. Alors, les nouveaux membres de l'OTAN, c'est la Suède et la Finlande. Voilà, parce qu'ils ont eu la témérité d'abandonner leur décennie de neutralité. Vous voyez l'inversion accusatoire totale, le mensonge le plus grossier, la propagande la plus, on va dire, grotesque. Euh, la Suède et la Finlande ont abandonné leur statut de neutralité, soi-disant parce que la Russie les menacerait. Quelles sont les preuves? Il n'y a eu aucune déclaration de Vladimir Poutine ou même de ses affidés, ni même de Medvedev. Rien, absolument rien. C'est lancé comme ça. Ce sont des accusations gratuites lancées comme ça. C'est tout. Voilà. Et on a fait une pression énorme à la Suède et à la Finlande afin qu'ils entrent dans l'OTAN. En gros, on leur a tordu le bras en réalité parce qu'à la base, ils ne voulaient pas faire ça, justement pour garder leur bonne relation avec la Russie qu'ils avaient depuis des décennies, justement grâce à cette neutralité. Je vous rappelle que avant les événements, la guerre, la Suède et surtout la Finlande avaient des liens économiques très forts avec la Russie, et la Suède et surtout la Finlande profitaient d'un secteur touristique énorme en plein boom grâce au tourisme russe qui était de plus en plus grand les années passant. Donc la Finlande particulièrement, mais aussi la Suède, profitaient largement de tous ces Russes qui venaient très régulièrement dans leur pays pour acheter des choses. Bref, donc la Finlande et la Suède maintenant se passent de tous ces revenus. C'est terminé. Donc là, Newsweek dit la mer Baltique apparaît comme un champ de bataille vital dans les efforts renouvelés de l'Occident pour contraindre et neutraliser Moscou. Donc ils inventent une menace, ils inventent une pseudo-agression potentielle, mais c'est une pseudo-agression future potentielle, mais qui est tellement probable pour eux que bon, la mer Baltique doit être absolument protégée, et donc il faut être de plus en plus agressif envers la Russie et mettre des systèmes de défense, des hommes partout, des bateaux de guerre, etc. Comme si faire cela, ça allait rapprocher l'OTAN vers la paix. Comme si faire cela, ça allait rapprocher l'Europe, l'Union européenne, vers la paix, et non pas vers la guerre, puisque évidemment, nul n'est dupe. Tout ça, c'est pour mettre de l'huile sur le feu et d'attirer la guerre.
bien évidemment. Voilà. Alors j'aime dans l'article, on dit que cette mer Baltique est un lac de l'OTAN. Il le nomme le lac de l'OTAN. Tiens, voilà, c'est ici, lac de l'OTAN. Ce qui veut tout dire, hein. Ça leur appartient, hein. C'est à eux en tout ça, hein. Bien entendu. Et quand je dis c'est à eux, c'est pas aux pays respectifs à qui appartiennent vraiment euh, la mer Baltique. Non, non, non. Ça appartient à l'OTAN, pas aux pays respectifs. Non, 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 ça appartient à l'OTAN. Vous voyez le petit clin d'œil voilà, qui fait que leur souveraineté est complètement effacée en réalité. Et là, c'est dit de manière accidentelle, bien sûr. Alors là, maintenant, on va voir le journal The Spectator et c'était un article du 26 février 2022. Alors là, je vous ai fait ce petit clin d'œil parce que regardez déjà à l'époque ce qu'on disait. Vlad l'envahisseur, Poutine cherche à reconstruire l'Empire russe. Alors Vlad, c'est en référence au prince roumain Vlad Tepes, qui était aussi surnommé Vlad l'Empaleur, et rendu célèbre grâce au roman de Bram Stoker, c'est-à-dire Dracula. Parce que Vlad Tepes, c'était Dracula d'après le roman de Bram Stoker. Voilà, et donc on compare Poutine à Vlad Tepes, c'est-à-dire Vlad l'Empaleur. Donc Poutine le sanguinaire, voilà, qui cherche à reconstruire l'Empire russe. Et je vous laisse admirer le dessin que The Spectator en a fait. Vous voyez Vladimir Poutine en habit militaire qui dessine la nouvelle Russie en rouge. Vous voyez déjà le mépris total et bien évidemment le mensonge total historique parce qu'il est de bon ton dans les grands médias occidentaux de ne jamais, absolument jamais parler de l'origine du conflit, c'est-à-dire le coup d'État américain en 2014, fin 2014, afin de mettre sur le trône d'Ukraine un pro-otanien, un pro-Union européen à mort, comme Porochenko, et ensuite Zelensky, comme vous le savez. Entre-temps, il y a eu les accords de Minsk, donc l'accord de Minsk 1, accord de Minsk 2, de septembre 2014 et de février 2015, qui en fait n'avaient que pour but de rouler Vladimir Poutine dans la farine, afin de fortifier l'Ukraine pour une future guerre prévue déjà dès 2014 avec la Russie. Alors on a appris le poteau rose de la bouche même d'Angela Merkel, qui était à la retraite à ce moment-là dans Die où elle a carrément dit tout simplement, très honnêtement, qu'en fait c'était pour fortifier l'Ukraine, de tromper Vladimir Poutine afin qu'il ne fasse pas de gestes inconsidérés. Voilà, le temps de bien fortifier l'Ukraine. Et cela a été repris une semaine plus tard par François Hollande, qui lui-même a confirmé les dires d'Angela Merkel. Voilà, donc les jeux sont faits, les masques tombent, et bien entendu, personne, aucun grand média n'en parle. Là, la version officielle, c'est Poutine s'est levé un matin et a décidé d'envahir l'Ukraine sans raison, comme ça, il avait envie. Et ça, c'est la version officielle. Donc c'est absolument terrible, mais c'est comme ça. Alors dans l'escalade lente mais régulière et d'ailleurs fort inquiétante, on a un article de The Daily Telegraph qui nous dit l'Ukraine envoie des HIMARS en Russie pour la première fois. Alors évidemment, ce n'est qu'un journaliste, il ne sait pas faire le distinguo. C'est pas des roquettes HIMARS qui ont été envoyées. Les HIMARS, ce sont les engins qu'envoient les roquettes. Alors les HIMARS sont des engins de type MLRS. Voilà, pour les connaisseurs. Donc les roquettes envoyées, ce ne sont pas des HIMARS. Donc je tenais à le souligner. Bref. Alors, c'est inquiétant, parce que les HIMARS qui envoient ces roquettes-là, donc c'est du matériel américain, donc occidental. Voilà, donc pour la première fois, les Ukrainiens, hop, en prenant le prétexte de protéger Kharkov, ils se sont permis d'envoyer des HIMARS. Alors,
des roquettes tirées par les HIMARS. Alors bien évidemment, avec l'aval des États-Unis, cela va de soi. Et le prétexte était tout trouvé et ils n'ont pas perdu de temps. Alors évidemment, c'est un précédent parce que là, on envoie donc des roquettes occidentales sur le territoire russe, mais cela va dans les limites données par Biden. Donc tout va bien. Alors maintenant, est-ce que la Russie va le prendre bien aussi? Je pense que oui, parce que c'est même pas un franchissement de ligne rouge, parce que les HIMARS sont quasiment totalement inoffensifs pour la Russie maintenant. Là, il y en aurait une douzaine d'envoyés, tous ont été détruits par les Russes ou arrêtés par le brouillage électronique, d'ailleurs principalement par brouillage électronique. Ne vous laissez pas leurrer par cette image qui voudrait dire oh, regardez des HIMARS, donc des roquettes tirées par des HIMARS ont détruit une partie de Belgorod. Non, non, c'est une image de Kharkov. Kharkov. Donc ça veut dire que là, c'est des bâtiments de Kharkov qui ont été atteints par des missiles russes. Voilà, donc ça c'est mensonger, puisque pour celui qui ne lit que l'article, lui il voit que les roquettes tirées par les HIMARS ont détruit une partie de Belgorod, parce qu'ils ont été envoyés sur Belgorod. Et non, et non. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article, qui est quand même très très important, puisque c'est la première fois, de manière totalement ouverte, qu'on envoie donc des roquettes occidentales sur le sol russe, encore une fois, de manière complètement ouverte. Toujours dans l'escalade, on a le United Kingdom Journal qui nous dit des bombardiers américains B-52 encerclent l'enclave russe de Kaliningrad. Ça, c'était au 29 mai. Alors, quel signe plus fort pouvait-on donner pour une montée en escalade? Les très symboliques B-52. Voilà. Alors, que dire de plus sur cet article? Rien d'autre. On peut dire que, bon, bah là, ils ont décollé du Royaume-Uni, quoi, d'Angleterre, hein, pour être précis, et ils ont fait un petit tour autour de Kaliningrad et ils sont rentrés à leur base. Voilà, tout ça pour faire de l'escalade. Et après, on dit, ah oui, alors la Russie parle d'armes nucléaires, mais comme si l'Europe, elle, ne faisait pas de rodomontade, en train de montrer ses muscles avec les B-52. C'est complètement ridicule, surtout que, bien évidemment, tout comme les armes nucléaires, les B-52 ne seront jamais mis en action. Ça reste une arme de dissuasion, hein, dans le sens entre guillemets. Dans le sens, il suffit de voir les B-52 et normalement cela terrifie l'ennemi. Ça reste une arme de dissuasion. Évidemment, les Américains vont pas utiliser ça pour larguer des bombes nucléaires sur la Russie. Ou alors là, vraiment, on atteint la folie la plus pure côté occidental. Bon, bref, un deux poids deux mesures médiatique habituel de la propagande occidentale. Ensuite, on a un article de The War Zone. L'attaque MS anéantit le système de défense aérienne russe alors qu'il tente désespérément de se défendre. Alors là, on est dans le mensonge, là, on revient dans le mensonge. La vidéo montre les efforts vains des S-300 ou S-400 russes pour engager les missiles attaque MS entrants avant d'être détruits de manière spectaculaire. Et là, vous voyez une image terrible de soi-disant S-300 ou S-400 russes en train d'exploser. Bon, on verra que c'est un véritable mensonge et que je peux vous démontrer tout de suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer deux extraits très courts. La première vidéo va être sur la destruction en grande partie du système antiaérien russe, c'est vrai, par des attaques MS. Donc ça, c'est très vrai. Nous allons voir cette vidéo qui a été filmée par drone. Et ensuite, on va voir à quoi ressemble un S-400 qui tire un missile. Donc d'abord, je vous donne les informations générales. Il y a eu une attaque de 6 attaques MS sur le système antiaérien russe.
Un seul a touché, les 5 autres ont été arrêtés par le système antiaérien russe, mais cela suffit. Et un attaque MS, c'est quand même un missile puissant, ça a permis de détruire en grande partie le système antiaérien russe. Encore une fois, je vous rappelle, la deuxième vidéo, c'est le tir typique d'un S-400 et je vous expliquerai après. Donc dans la première vidéo, vous avez vu donc les missiles russes antiaériens qui partent comme ça pour intercepter les attaques MS et vous avez noté que ils sont partis avec beaucoup de flammes, c'est-à-dire dès l'allumage, ils décollent. Alors que vous voyez que pour les systèmes S300 et S400 russes, le fonctionnement n'a rien à voir. Ils sont d'abord éjectés et ensuite les propulseurs sont allumés. Donc on voit que c'est deux systèmes complètement différents. Alors quant au premier système, j'avoue je ne sais pas trop, mais apparemment ce sera un système Iskander. Donc voilà, bon, ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, il faudrait vraiment des spécialistes pour le dire exactement. Ce n'est que mon humble avis, peut-être que je me trompe. Mais en tous les cas, là, on vient de prouver que ce n'étaient pas des systèmes S300 ou S400 qui ont été détruits par les attaques MS américains. Là, on a un article du New York Times qui nous dit « Les missiles russes frappent à nouveau le système énergétique ukrainien. L'attaque aérienne à grande échelle a frappé plusieurs sites dans l'ouest de l'Ukraine, notamment à proximité des frontières avec les pays membres de l'OTAN. » Alors effectivement, là, ils font référence à une attaque russe. Ils ont envoyé 53 missiles dans l'ouest de l'Ukraine et principalement dans l'oblast de Lviv, afin donc de détruire des installations électriques. Alors sur les 143, les Ukrainiens disent en avoir arrêté les 2 tiers. Bon, évidemment, ça c'est leur dire. Mais quand on voit les dégâts sur place tournés par les Ukrainiens eux-mêmes avec leurs smartphones, ça m'étonnerait fort qu'ils en aient arrêté les 2 tiers. D'autant qu'ils sont complètement épuisés au niveau système antiaérien, ça m'étonnerait beaucoup. Enfin, bref, en tous les cas, l'Ukraine elle-même dit qu'elle a perdu environ 90% de son électricité par rapport à avant la guerre. Attention, ça ne veut pas dire que l'Ukraine a que 10% restant. Non, elle a des compensations principalement faites par ses centrales nucléaires, bien entendu, et aussi par l'électricité importée massivement du reste de l'Europe en Ukraine. Donc elle compense un peu, je dis bien un peu. Peut-être qu'en réalité, mais ce ne reste que mon estimation, je dirais que là, l'Ukraine tourne avec 20 ou 30% de son énergie. Voilà, ce qui est très 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 faible. Et évidemment, cela ne peut pas durer ainsi en pleine guerre. Cela va de soi. Alors là, on a un article très fort et très important qui vient du defensemirror.com. Donc, que nous dit-il au 29 mai? Frappe du missile Kinjal sur le centre logistique ukrainien pour les armes occidentales. Alors ça, c'est vraiment extrêmement grave, hein. L'attaque contre un centre logistique crucial aurait entraîné d'importantes pertes parmi les forces alliées de l'OTAN et les forces armées ukrainiennes. Des efforts d'évacuation sont en cours. Alors là, vous voyez une image d'un des locaux de ce centre. Donc là, soldats ukrainiens au centre d'entraînement au combat de Yaroriv. Donc ça, c'est une photo d'archives de 2017, car le centre d'entraînement qui a été détruit par les Russes par un missile hypersonique Kinjal se trouve à l'ouest de Lviv. À l'ouest de Lviv. Donc pas très loin de la frontière polonaise. Une frappe de haute précision d'un missile Kinjal X-47M2 a visé le terrain d'entraînement de Yavoriv, situé à 30 km au nord-ouest de Lviv,
tuant au moins 300 personnes. C'est terrible hein, comme information. Et ça vient des Américains, quoi, des Américains, d'un site américain pour être exact. Donc, bref, c'est terrible parce que là, c'est combien de personnes de l'OTAN en fait ont été tuées dans cette attaque avec un seul missile Kinjal qui a tué 300 personnes. Combien? Bah ça, je ne le sais pas. Alors évidemment, il y a des sources russes, mais vraiment à prendre avec de grosses pincettes qui dit qu'il y a eu 130 membres de l'OTAN et de la Légion française. Bon, personnellement, je n'y crois pas trop. Comme par hasard, ce serait des forces françaises. Bon, à prendre avec des pincettes, restons dans le flou. Il y a eu 300 personnes, forces alliées de l'OTAN, qui ont été tuées dans cette attaque. C'est très grave bah, pour l'OTAN pour le coup et donc pour l'Ukraine. Là, c'est un article de MSN, toujours en information générale. Des soldats ukrainiens racontent qu'ils consomment illégalement de l'alcool et de la MDMA, ce qui aurait entraîné la mort de civils. Alors ça vient du Daily Beast, l'origine de cet article. Donc des soldats s'entraînent à Kiev, en Ukraine. Le Daily Beast a rapporté que dans la ville du Donbass, certains soldats se sont tournés vers l'alcool et les drogues illégales pour faire face au traumatisme de la guerre. Le Daily Beast a rapporté lundi que les soldats ukrainiens combattant sur les lignes de front de la guerre russo-ukrainienne se tournent vers l'alcool illégal et les substances contrôlées comme le MDMA pour faire face au traumatisme de la guerre. Le média a rapporté que les soldats acquéraient ces substances illégales par l'intermédiaire de la mafia ukrainienne. La ville du Donbass est l'épicentre de la guerre russo-ukrainienne et l'alcool est illégal dans la région. Pourtant, les soldats ont réussi à se procurer de l'alcool illégal par l'intermédiaire de soldats en repos, de journalistes, de volontaires sur le front et de passeurs. Le Daily Beast affirme avoir parlé à plusieurs soldats de février à avril de leur expérience sur le front et de son ils ont été témoins en matière de consommation de drogue illégale et d'alcool. Ce n'est pas une belle image. Bon, certains soldats ont affirmé avoir vu leurs camarades devenir tellement ivres ou drogués par des substances illicites qu'ils avaient tué leurs camarades, des civils et des animaux, selon le Daily Beast. Lundi marque le 800e jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le sentiment de nationalisme qui existait autrefois au début du conflit est en déclin. Le Daily Beast a rapporté que l'Ukraine avait du mal à trouver des soldats pour remplir ses rangs. Le pays a baissé son âge de mobilisation de 27 à 25 ans. Le média rapporte que dans le Donbass, certains soldats affirment que la défaite est inévitable. Quelques-uns des soldats interrogés ont affirmé que certains des hommes partis servir avaient été forcés de partir. Ils boivent parce que lorsque vous tirez directement, vous voyez une menace. La question se pose immédiatement, pas seulement qui tuer, mais rester en vie. Vous revenez et commencez à évacuer le stress. Le prix de l'alcool n'a plus d'importance, a déclaré un soldat unanime lors d'une exclusivité avec The Daily Beast. Voilà, alors il n'y a pas que ça, je vous avais fait dans un point sur l'Ukraine, je vous avais montré, il y a des oligarques ukrainiens qui se sont fait pincer par le gouvernement parce qu'ils faisaient la publicité d'applications sur smartphone pour jouer en ligne. Et apparemment, une grande partie des soldats ukrainiens étaient drogués, entre guillemets, hein, addicts à ces jeux en ligne. Étant donné qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre, ben, ils se jetaient là-dedans dès qu'ils avaient 2 secondes. Et cela a ruiné beaucoup de soldats ukrainiens. Alors ce sont les femmes de ces soldats qui se sont plaintes en voyant leur compte en banque se vider à vue d'œil. Et le gouvernement ukrainien en a été alerté et l'oligarque a été sommé d'arrêter immédiatement ces applications dont ils font la publicité. Je ne sais pas si les applications étaient arrêtées ou non. D'après le journal DPA International, soutien ukrainien à Prague, les premiers obus arriveront dans les prochains jours. C'est le Premier ministre de la République tchèque qui le dit. Ah bon, bah faut le croire sur parole, hein. Alors je vous avais fait une vidéo là-dessus exprès dans le point sur l'Ukraine du 1er juin
où je vous avais dit que sur les 800 000 obus commandés par l'Union européenne et principalement par la France, 100 000 avaient été achetés et sur les 100 000 qui ont été achetés, 50% seulement sont fonctionnels et les 50 autres doivent être réparés, des composants ajoutés dedans. Bref, une catastrophe. Donc, est-ce que vraiment les premiers obus arriveront dans les prochains jours? Nous verrons bien. Alors maintenant, on passe à la partie économique avec The Washington Post. Du 21 mai, l'Union européenne crée un précédent en envisageant d'utiliser les bénéfices des avoirs russes gelés. Depuis les premières semaines de la guerre russe en Ukraine, les alliés occidentaux débattent de la manière de faire payer le Kremlin sans s'exposer à des poursuites judiciaires. Donc là, ils y pensent très très sérieusement. Maintenant, vont-ils le faire même pour les bénéfices, c'est-à-dire les intérêts des avoirs russes? Alors ils essayent de toute leur force, hein, mais pour l'instant, toujours rien. Je les comprends. Toujours la partie économique, je vous en avais déjà parlé, là c'est un petit rappel. Donc là un article de Reuters, le chancelier allemand soutient le projet de l'Union européenne d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer des armes en Ukraine. Alors je vous reparle de ça pour vous dire qu'en réalité l'Allemagne n'envoie quasiment rien en armement. Eux, c'est des financiers, ils envoient de l'argent, mais pas d'armement en Ukraine, ou quasiment pas. Donc Zelensky hurle parce que là, l'argent, en réalité, bon, il en a, mais il en aura toujours besoin, bien sûr, mais l'urgence, ce sont des armes, pas de l'argent. On ne fait pas la guerre en tirant des euros ou en tirant des dollars, hein. On le fait en tirant des obus. Et l'Allemagne, bon, elle est d'accord pour tout ce qui est financier, mais par contre, pour tout ce qui est militaire, l'Allemagne est très en retrait par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Là, un article du New York Times, toujours économie. Les États-Unis cesseront d'acheter de l'uranium russe et réduiront les liquidités destinées à Moscou. Une nouvelle loi accélère le retrait des services publics d'électricité américains de l'utilisation de l'uranium enrichi russe pour alimenter les centrales nucléaires américaines. Alors là, accrochez-vous bien, je vais pas vous lire l'article parce que c'est beaucoup trop long, mais je vous le résume. Donc en gros, les États-Unis qui achetaient énormément d'uranium enrichi à la Russie, tout comme la France d'ailleurs, la France en achète énormément à la Russie, les Américains, ils ont décidé que dans quelques mois, ils n'allaient plus acheter d'uranium enrichi. Alors en gros, ce que font les Américains, c'est que là, ils en achètent massivement, beaucoup plus qu'avant, afin bon, d'arrêter d'en acheter à la date limite, qui de mémoire est en novembre, je crois, mais j'ai un doute, hein. Bref, donc ils en achètent là énormément à cause de cette nouvelle loi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah déjà, ils prévoient de construire ou de réhabiliter des centrales électriques au charbon aux États-Unis, exactement comme a fait l'Allemagne, parce que comme ils n'auront plus assez d'uranium enrichi, ils vont devoir fermer des centrales nucléaires. Alors je rappelle comme ça, hein, pour ceux qui me suivent, les États-Unis manquent d'électricité, hein. Et oui, c'est étonnant, mais ouais, ils commencent à avoir une pénurie au niveau domestique. Ça explique en partie pourquoi Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, s'effondre. Par exemple, la Californie manque cruellement d'électricité. Donc ils ont arrêté de construire des bornes Tesla, en parlant là de Tesla, en Californie. Mais c'est partout pareil en réalité. Aux États-Unis, il y a un manque croissant d'électricité. Voilà, et je souhaite bonne chance aux entreprises allemandes, grosses entreprises allemandes qui ont déménagé il y a peu de temps de l'Allemagne vers les États-Unis pour une énergie moins chère. Ils vont déchanter dans peu de temps car le prix de l'électricité aux États-Unis va bondir bientôt. Toujours l'économie, la Russie est désormais la quatrième économie mondiale selon la Banque mondiale. Donc l'économie russe dépasse le Japon et l'Allemagne. Voilà le petit récapitulatif. Donc en première économie, on a la Chine, en second les États-Unis, en troisième l'Inde, en quatrième la Russie
et en cinquième, le Japon, d'après la Banque mondiale. Bon, sachant que la Chine économiquement s'en sort, elle a eu un gros revers économique, la Chine, mais elle se redresse bien. Les États-Unis, l'économie des États-Unis est totalement artificielle, puisque principalement basée sur des piliers fragiles que sont les huiles de schiste. Donc quand les huiles de schiste vont manquer, quand ils ne pourront plus fracturer la roche, parce que bah, tout simplement les puits ils auront tous été forés et qu'il n'y aura plus d'huile de schiste à prendre, et bien là l'économie américaine dans son entièreté va s'effondrer tout simplement. L'Inde, bon, pour l'instant s'en sort bien, mais elle a des gros problèmes économiques, l'Inde. Donc on verra plus tard comment ça se passe pour la Russie. Je vous en ai déjà parlé et d'ailleurs on va voir un dernier article. Alors le dernier article sera celui de la BBC au 16 avril. La Russie connaîtra une croissance plus rapide que toutes les économies avancées selon le FMI. Donc de tous les grands pays du monde économiquement, c'est la Russie qui va s'en sortir le mieux. Donc je parle de pays tels que le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, ce genre de pays-là. Et le Japon, bien sûr, comme on vient de le voir. Donc c'est la Russie qui aura l'économie la plus florissante du monde selon le FMI. Donc cela confirme tout ce que je vous disais depuis 1 an et demi sur l'économie russe, qu'elle va être de plus en plus florissante, je vous l'avais dit, et c'était mécanique, mathématique, puisque la Russie s'industrialise à grands pas, donc cela veut dire pas de chômage, cela veut dire une inflation qui sera contrôlée très bientôt. Il y a toujours une inflation en Russie, mais qui chaque mois baisse. Donc la tendance est très très bonne. Et sans compter une économie solide, pas une économie artificielle comme les nôtres, basée sur les services. Là, c'est une économie industrielle, très solide, avec une souveraineté de plus en plus grande au niveau global, économique et industriel. Et surtout, la Russie va être totalement souveraine dans toutes ses productions. Elle va pouvoir tout produire elle-même, donc ne plus dépendre de qui que ce soit pour quoi que ce soit. Donc c'est le but fixé par la Russie, ce qui veut dire que l'avenir économique de la Russie est extrêmement radieux, puisque toutes les tendances sont à la hausse et les tendances réelles d'innovation et industrielle sont très très forts économiquement, avec d'excellents augures d'après les spécialistes en économie. Alors en conclusion, eh bien comme d'habitude, l'Union européenne ou les États-Unis, c'est-à-dire l'Occident, qui voit la défaite arriver à grands pas et la victoire russe arriver elle aussi à grands pas, l'un ne va pas sans l'autre, eh bien il panique. L'Occident panique toujours plus. Alors il panique médiatiquement, mais il panique aussi dans leurs actions. Médiatiquement, en utilisant des mensonges de plus en plus gros, en utilisant une propagande de plus en plus massive et caricaturale. Ouais, car oui, on en est là, je vous l'ai démontré dans les articles. Le problème, c'est que c'est une épée à double tranchant. Car oui, c'est bien pour manipuler les peuples de mentir toujours plus, de faire des mensonges de plus en plus gros et de faire de plus en plus de propagande. Et c'est vrai que l'adage qui dit calomnier, 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 il en restera toujours quelque chose. C'est vrai que cet adage est utilisé jusqu'à la corde maintenant par l'Occident. Mais quand même, c'est comme tout. Ils ne font pas tomber dans les extrémités. Parce que à force de jouer le côté grotesque, à force de mentir sans vergogne, impunément, eh bien on perd en crédibilité. Et au bout d'un moment, bah, le peuple ne suivra plus. Car le peuple se rendra compte qu'il est pris pour un énorme imbécile. Alors évidemment, vous allez me dire, certains s'en rendent déjà compte, certes, mais il y a encore une grande partie de ce peuple
qui croient ce qu'on dit dans les médias, les grands médias. Et le narratif des grands médias se fragilise à chaque semaine passante. Car la défaite arrive. Alors comme la défaite arrive, je viens de vous le dire, ils sont obligés de mentir toujours plus pour cacher la réalité. Et malheureusement, cela les pousse à des agissements extrêmes pouvant mener à la Troisième Guerre mondiale. Et oui, donc vont-ils aller jusque-là dans leur orgueil, dans leur arrogance? Vont-ils tout sacrifier, voire même leur propre vie, par orgueil, pour ne pas avouer qu'ils ont perdu? Alors j'espère quand même que la diplomatie secrète, par exemple entre la CIA et le GRU ou le FSB en Russie, va faire que bon, les choses vont se calmer d'elles-mêmes et que la raison reprendra le pas sur tout le reste. Mais rien n'est moins sûr. En attendant, il y a eu des tirs d'HIMARS sur Belgorod. Alors, tirs d'HIMARS, côté technique, hein, je parle comme les journalistes occidentaux. Les tirs faits par les HIMARS, hein. Les roquettes ne sont pas des HIMARS. Voilà. Bref, donc on verra comment cela va se passer. Pour l'instant, le tournant est très inquiétant. Voilà. Maintenant, côté économique, bah, je vous ai montré que la Russie, ça se portait très bien, que les tendances étaient toujours à la hausse, et ça fait maintenant 1 an et demi que la Banque mondiale et le FMI le dit. Donc tout se passe très bien pour la Russie, qui produit plus que jamais au niveau du complexe militaro-industriel. Là, le Kremlin dit qu'ils produisent plus de 4 millions d'obus par an, maintenant, c'est la moyenne, voire 4,5 millions d'obus par an. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est ce qui est dit officiellement. Bref, tout se passe très bien pour la Russie au niveau militaire, qui en plus a un allié de plus en plus impliqué qu'est la Chine. Donc on est à 2 doigts que la Chine soit complètement alliée de la Russie, à l'image de l'Angleterre et des États-Unis par exemple. Donc ça, c'est ce que craint énormément le Pentagone, parce que ça, c'est le pire de leur cauchemar. Ce serait le pire de leur cauchemar qui deviendrait réalité. Et vous allez me dire à cause de qui? Bah à cause d'eux-mêmes. Les États-Unis ont créé leur propre cauchemar et doivent faire avec. Voilà, effet boomerang terrible. Vous voyez l'ironie de l'histoire, quelquefois, elle joue bien des tours. Et j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.